Oh bah, les traducteurs et les traductrices sont montrés sous un jour assez crédible. Il n'y a pas de bourde, je me suis pas dit c'est impensable. Le château bunker du film, ça me choque pas tant que ça, parce que si on pense à l'autrice de Harry Potter, J.K. Rowling, je sais que pour la traduire, il y avait toujours des grosses contraintes de temps, et il y avait effectivement cette contrainte de couper les ponts entre le traducteur et l'extérieur pour pas qu'il y ait de fuite. Donc l'argument est quand même assez est pas totalement délirant. Et du coup, après, quand on sait que c'est des ventes de cet ordre-là, des ventes assez faramineuses, et que s'il faut rassembler plusieurs traducteurs, en termes de coûts par rapport à l'économie générale d'un projet, je pense pas que ce soit si délirant. Alors après, ce qui est amusant, mais à la limite, c'est fait partie de la fiction, c'est que ce soit une sorte de mafia russe qui surveille les traducteurs. Pour les manuscrits ultra secrets comme ça, il y en a. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient secrets jusqu'au moment où ils sont publiés officiellement pour de bon à l'instant T. Et avant, il faut absolument éviter les fuites. Donc ça, il y a vraiment des travaux de cryptage qui sont parfois assez perfectionnés, et avec parfois des consignes drastiques aux traducteurs pour ne pas avoir de connexion Internet, pas avoir de connexion du tout. Si c'est que du papier et s'il n'y a qu'un exemplaire, il y a moins de chances que ça fuite, plutôt que si on commence à balancer par mail des copies à tout le monde. Alors là, on sait qu'on peut aller chercher. Enfin, maintenant, on le sait maintenant que ce qui circule à partir du moment où c'est sur électronique, on peut aller le récupérer. Il y a deux critères, il y a la difficulté et puis la longueur du texte. Je me souviens que le temps où nous chantions de Richard Powers, j'avais dû mettre pratiquement 9 mois dessus, en travaillant vraiment d'arrache-pied. Un texte qui peut faire 200 pages en moyenne, je peux le faire en 2-3 mois selon la difficulté. Et surtout, ce que je constate à chaque fois, c'est que j'ai beau quand même avoir une certaine expérience, c'est quand même difficile d'estimer le temps. Parce qu'à partir du moment où je commence à m'immerger dans le texte, il faut que le texte soit aussi réussi qu'il est dans la version originale. Et donc, je suis tout le temps tenté de faire une relecture de plus. Très systématiquement, je me mets en contact avec l'auteur. Je lui pose des questions quand il y a des zones qui me paraissent floues ou quand j'ai des doutes. Et sans aucune exception, les auteurs m'ont toujours remercié et ont toujours apprécié que je leur pose des questions, au point que c'est arrivé encore récemment, l'auteur me dit mais ça m'inquiète parce que toi tu me poses beaucoup de questions et t'as raison, mais par contre les traducteurs allemands et espagnols ils m'ont posé aucune question et du coup je commence à moi me poser des questions. Et je pense que pour un auteur c'est quand même extrêmement rassurant de savoir que on planche sérieusement sur son texte, on essaye de le rendre au mieux dans la version française et qu'on soulève des questions. Le paradoxe presque, c'est que c'est une profession
extrêmement solitaire, mais que la présence des collègues existe et est fructueuse. Il y a une sorte de solidarité. Et comme vous le disiez, il y a quand même une dimension, les gens de l'ombre, on n'est pas spécialement sous les projecteurs, et il y a une grande solidarité dans le travail. On s'échange régulièrement des tuyaux, on est toujours. Enfin, moi, je suis très friand des avis des collègues. Des fois, c'est moi qui trouve des livres et qui les apporte. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais tombé sur des poèmes de Richard Brautigan, dont je connaissais les romans, et les poèmes n'étaient pas traduits en France au tout début des années 90. Et du coup, c'est moi qui étais allé voir un éditeur en lui disant pourquoi on traduirait pas ça. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'avais commencé l'activité en fait. Parfois, ça m'arrive donc d'apporter des textes. Le plus souvent, c'est quand même dans l'autre sens. On me propose des textes et 3 fois sur 4, je les refuse. Soit pour des questions de timing, de temps, d'agenda, parce que l'éditeur peut être plus ou moins pressé et moi je suis pas toujours libre, soit très souvent pour des questions de nature du texte. À partir du moment où le texte me plaît, je pense que je vais être content chaque matin de travailler là-dessus, d'en faire quelque chose, c'est la raison essentielle pour accepter en fait. Moi, je publie des livres, mais c'est le cas d'André Markovitch qui a traduit tout Dostoïevski, c'est le cas de Claros, c'est le cas de Baudelaire qui traduit Allan Poe, ou Mallarmé qui traduit Allan Poe, ou même on peut considérer que Montaigne il traduit les anciens. Hein. Donc il y a une grande porosité évidente. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de même qu'une porosité avec le métier de journaliste ou de critique. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y a une curiosité artistique, une curiosité de lecteur, et puis qu'après, un peu par hasard, éventuellement, on arrive à telle ou telle activité, y compris avec l'activité d'enseignant aussi d'ailleurs. Et éventuellement, on peut comprendre que tout ça, il y a beaucoup d'auteurs qui sont enseignants, ou en tout cas qui sont passés par l'enseignement. Les barrières sont un peu artificielles.